Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, Les Défis des Filles Zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intime et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la ou les vérités cachées de Sarah Diviné. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, bien n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose donc ce portrait intime de Sarah Diviné. Alors Sarah est l'une des toutes premières invitées de ce podcast et je suis vraiment touchée de l'accueillir. Elle est coach de vie intuitive, formatrice, médium et auteure du blog Divine Lumière consacré à la spiritualité et à l'éveil à soi. Alors une des choses qui m'a toujours touchée dans ses propositions, et on en parlait juste avant le démarrage de ce podcast, eh bien c'est cette légèreté, ce côté pétillant. Sarah se fait notamment appeler The Happy Turtle, la tortue joyeuse, pour ceux qui maîtrisent l'anglais aussi bien que moi. Et son podcast s'appelle Smiling Intuition. Sarah donne le sourire, c'est un fait. Et puis Sarah, c'est aussi ce côté nomade, femme du monde, qui semble être à sa place chez elle, en sécurité partout où elle va, et je trouve ça personnellement fascinant. Elle a écrit un livre, Les 5 portes de l'intuition, qui est sorti récemment, il y a 2 ans, je crois, qui propose un chemin pour se connecter à sa voix intérieure, et elle forme depuis peu des coachs et thérapeutes à l'animation d'ateliers sur l'intuition. Bonjour Sarah. Bonjour, merci de m'accueillir, d'être parmi les premières, c'est un vrai privilège. Alors Sarah, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation qui me touche beaucoup, encore une fois, comme je te l'expliquais juste avant. Alors comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors moi, c'est vrai que je suis une personne qui est très joyeuse, très enthousiaste, et même dans les périodes un peu plus difficiles, c'est rare que je perde ce sourire intérieur. C'est comme si à chaque fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à ça ? Et ça, j'adore me dire qu'on est là pour évoluer et que même si on passe des épreuves difficiles, je peux prendre soin de moi, je peux demander de l'aide et par la suite dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça ? Sinon, je suis auteure et formatrice, comme tu le disais, en intuition. Et j'ai eu le plaisir d'être publiée chez Hachette dans la collection Lotus et l'éléphant. Et mon premier livre, donc c'était le 5 portes de l'intuition. Et puis depuis, j'ai un carnet des dessins intuitifs. J'ai 3 oracles et il y en a d'autres en plus qui arrivent. Donc voilà, j'adore créer également. Alors j'imagine que tu n'as pas toujours... j'imagine que tu n'as pas toujours assumé peut-être cette partie de toi, que tu n'as pas toujours su que ça allait devenir ta voie, justement, c'est cette création dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Alors, au tout début, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je voulais être caissière, parce que j'aimais bien, je sais pas pourquoi. Je pense que c'était toucher l'argent, c'était m'amuser, tu sais, à vendre des choses, à contacter les gens, je n'ai aucune idée. Et après, j'avais envie d'être thérapeute et je me suis dit qu'en France, les études qui étaient proposées, je trouvais qu'elles étaient un petit peu vieillottes. On parlait de Freud, de Lacan, enfin, voilà, d'éléments qui dataient
j'avais moins confiance en ça. Et à un moment, mon père m'a dit, tiens, le marketing, ça t'irait bien, d'être créative, d'être sociable, voilà, de créer des choses. Et donc, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé 7 ans en marketing web et mobile avant de me lancer maintenant depuis, je dirais, 10 ans dans cette aventure spirituelle, d'enseignement, on va dire. Et justement, alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où tu t'es dit, parce que j'ai vu que tu parlais du fait que tu es médium aussi, même si je pense que tu n'animes plus de consultations individuelles, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est révélé à toi. À quel moment est-ce que tu t'es dit, je vais justement, ou que tu as réalisé déjà peut-être dans un premier temps que tu avais un don particulier, une ouverture particulière, puis ensuite à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, et si j'en faisais quelque part un métier, donc quitter un petit peu ce cursus plus marketing, plus commerce que tu as évoqué pour vraiment t'engager. Donc il y a un peu 2 questions en une là que je te pose parce que vraiment ça me fascine en fait ce passage d'un domaine à l'autre. Alors ça a pris du temps. Déjà dans un premier temps, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais fini mes études, j'avais plus d'apprentissage, donc j'étais un peu au chômage et je m'étais séparée de mon compagnon et je suis retournée vivre chez mon papa. Et là, ça a été comme une sorte de trou, un peu spatio-temporel, parce que le matin, je me réveillais, mais j'avais envie de rien. Je sentais que c'était le brouillard. Et c'est là où j'ai eu au moins la première prise de conscience de me dire, OK, je suis pas mes pensées et toutes les pensées que j'ai, elles sont tellement parasites que je peux pas écouter mon âme. Et c'est là où je me suis lancée à être plus vigilante à mes pensées, à méditer plus, à aller plus dans la nature, à vraiment calmer mon esprit pour après réussir en me connectant à une autre personne, à entendre le message de son âme. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire mon blog, comme tu disais, Divine Lumière, qui était mon premier blog, où j'avais juste envie de partager, tiens, comment on peut faire pour développer son intuition, se connecter à son âme, être plus en paix. Et c'est des années plus tard que là, j'ai trouvé une stratégie pour me dire, OK, comment je peux gagner de l'argent sans m'épuiser? C'est quoi la stratégie ou la meilleure méthode qui me convient le plus? Donc ça a pris du temps et donc ça m'a aussi demandé de la patience parce que j'avais envie de donner plus de sens à ma vie et en même temps, c'était pas le moment. Mais c'est vrai qu'après, ce côté spirituel en moi, je l'ai depuis que je suis enfant, de croire aux vies antérieures, de vivre des émotions que les autres vivaient autour de moi. Donc j'appelais ça plus éponge émotive. Et donc j'avais une sorte de connexion, mais qui n'était pas encore très fluide et très claire. Et après, le fait de le dire autour de moi, ça a été un peu plus challengeant. C'est comme si je le faisais par petits pas. Et après, c'est utiliser aussi les bons mots. Pendant un moment, j'ai beaucoup dit que j'étais médium. Et puis, c'est un mot qui fait peur. Et c'est un mot aussi où j'enlève l'autonomie de la personne d'écouter elle-même son intuition. Et comme clairvoyant, je trouve que c'est un mot un peu gâchette où on a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et c'est vrai que je préfère dire, tiens, je suis auteure et formatrice en intuition. Comme ça, je redonne aussi le pouvoir à la personne de dire, mais toi aussi, tu peux écouter ton intuition. Ah, magnifique. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui résonne aussi, ce que tu partages, l'importance, et je le vois autour de moi dans mes accompagnements, des personnes qui vont rechercher, en fait, à l'extérieur les réponses. Et moi, c'est vrai que ça a été, pour moi, le coaching qui a été vraiment, je trouve, un outil vraiment responsabilisant. Et c'est ce qui fait que je me suis tournée vers le coaching en premier lieu avec ce postulat un petit peu de vous avez en vous les réponses, nous avons toutes et tous en nous les réponses. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant ta précision. Alors du coup, je reviens à la charge parce que c'est vraiment quelque chose qui je trouve est fascinant, et je me dis que même les parents de jeunes enfants, tu vois, peuvent être, je trouve, intéressés aussi à ça. Tu dis donc tu as réalisé quand tu étais enfant donc que tu percevais peut-être de manière un peu plus fine les émotions des autres, ou comment est-ce que ça s'est tu as parlé de petits pas, et quelles ont été un peu ces premières petites prises de conscience là? Est-ce qu'il y a des événements particuliers où tu as réalisé que tu étais quand même connectée et ouverte à quelque chose? Tu dis que donc tu avais le sentiment qu'il y avait déjà des vies antérieures. Enfin, tu vois, on a vraiment l'impression d'une carte du monde déjà ouverte un petit peu à ça. Est-ce que tu as souvenir de ça?
Eh ben, je faisais souvent des paris, tu vois, avec l'univers, de dire, OK, est-ce que ça existe vraiment? Et donc, à un moment, j'avais 7 ans, j'étais au Canada, je me rappelle, dans la voiture. Et puis, j'étais là, bon, je sais que les vies antérieures existent, mais j'en ai pas la preuve, tu vois. Et j'étais là et je me disais, OK, s'il pleut dans 2 minutes, c'est que les vies antérieures, elles existent. Et puis là, il se met à pleuvoir. Et je me dis, ouais, mais c'est trop facile. Enfin, c'est le hasard. Donc, s'il arrête de pleuvoir dans les 3 minutes, c'est vraiment que ça existe. Et puis, j'ai dû le faire 3, 4 fois et puis ça a à chaque fois marché. Et là, à l'intérieur de moi, je me suis dit, je sais pas si à l'extérieur, tu vois, c'est du hasard, tout ce qui arrive parce que c'est juste de la météo. Et en même temps, je me dis, OK, je découvrirai ça par l'expérience. Donc, pour moi, notre propre réalité, elle est vraiment faite de l'expérience qu'on a. Et j'avais déjà ça à l'intérieur de moi. Tu vois, j'ai des souvenirs, même quand j'étais enfant, de voir des lumières autour de moi, de rester dans mon berceau, de m'amuser avec elles. Et mes parents me disaient, bah, toi, t'étais un amour. En fait, on te posait, et puis tu pleurais pas, on partait. Et puis le matin, tu te réveillais, puis t'attendais, en fait. Et j'ai toujours cru que c'était parce que je suçais mon pouce. Mais pas que. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté où j'ai eu du plaisir en fait à jouer avec ce qui était autour de moi sans en prendre conscience, jusqu'à un moment où c'était devenu plus un fardeau, parce que quand on sent les émotions des autres, bah en fait on est triste alors que on ne devrait pas être triste, mais c'est qu'une personne qu'on aime qui est triste. Ou je sais que j'avais un moment je disais à mes amis tiens, quand si je dois partir, je partirai, ma valise est prête. Je devais avoir 5, 7 ans, tu vois, donc il y avait pas. Et je pense qu'à ce moment-là, ma mère voulait peut-être se séparer. Et donc, je prenais des petites choses un peu comme ça à droite, à gauche. Et ça, c'était un peu plus le revers de la médaille de pas comprendre ce qui m'arrivait. Même si après, bah, j'ai appris puis j'ai un peu plus maîtrisé, quoi. Mmh. Et tu disais, donc, il y a un moment où l'annoncer, du coup, à ton entourage, parce que c'était un petit peu une question, mais tu y as un petit peu répondu, à savoir, est-ce que, en fait, tu avais un entourage très ouvert à la spiritualité et que ça a donc influencé ou aidé, en fait, ces premiers pas. Mais j'ai le sentiment, parce que tu as dit que le jour où tu l'as annoncé, ça avait été difficile, que au contraire, tu n'avais pas forcément un entourage déjà. Alors, ouais, pour moi, avec mon père, j'ai une très bonne relation et lui aussi s'est ouvert à la spiritualité avec moi. Donc, quand j'avais 15 ans, mes parents se sont séparés, ont divorcé. Et en fait, je pétais les plombs 1 fois par an. 1 fois par semaine, pas par an. 1 fois par semaine. Et c'est là où mon père a dit, tiens, je connais une méthode qui s'appelle les constellations familiales, on n'a qu'à y aller. Et c'est là où j'ai découvert cette méthode où on réinclut une personne du système familial, où on fait la paix, et on base aussi cette méthode sur les perceptions des personnes. Et là, toutes les perceptions que j'avais, elles étaient justes. Et pour moi, ça a été une prise de conscience de dire, ah, en fait, tout ce que je ressens, ce que j'entends, c'est juste, quoi. Parce que quand on est enfant et que, par exemple, on dit à un de ses parents ou à un ami, ah, tiens, comment tu vas? Et ils nous disent, moi, je vais très bien avec un grand sourire. Bah, nous, on sent que c'est différent. Mais en même temps, l'adulte nous dit, ça va. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, ah, donc mes perceptions sont pas bonnes, tu vois. Et donc, on écoute ce que disent les adultes. Donc, il y avait un soulagement de dire, ah, ok, mes perceptions sont justes. Donc, mon père, mon frère ont toujours su que j'étais connectée. Ma mère, un peu moins. Ça s'est fait au cours du temps parce qu'elle elle a un côté très logique et raisonnement. Et puis, elle croit pas forcément à ce qu'il se passe quelque chose après la mort. Donc ça a été plus au fur et à mesure. Mais c'était drôle. À un moment, j'étais avec une personne en Floride et puis j'avais fait une vidéo sur comment se connecter à un arbre. Et je me suis dit, là, j'espère que ma mère ira jamais voir cette vidéo, tu vois, comment se connecter à un arbre. Et puis sans faire exprès, en fait, je lui ai envoyé le lien, tu vois. Et c'est là où tu te dis, bon. Donc il y a vraiment cette ouverture de plus en plus. Et après, ça a été difficile pour moi certains amis me trouvaient folle et donc c'était aussi accepter cette partie originale que j'ai ou connectée et que c'est ok, tu vois, que je peux être en paix avec. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes après sur ce que je disais et ce que les personnes comprenaient autour de moi. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, plus je suis en paix avec, plus c'est facile d'en parler et que c'est bien accueilli. Parce que je vais pas le créer sur les toits et c'est pas, je vais pas dire à tout le monde je suis médium.
mais c'est juste dire voilà, j'aide les gens à se connecter à leur intuition et je vois la réaction des personnes. Et puis si elles ont plus de questions, bah là il y a plus de questions. Mais voilà, je suis quelqu'un quand même assez simple et j'ai tout type d'amis, même des amis qui croient pas du tout en spiritualité. Et pour moi c'est complètement ok. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager, Sarah, ce qui te fait profondément vibrer? Bah, je dirais le fait d'être en vie en fait. Je pense simplement le fait d'être connecté à ses sens, de se promener dans la nature, de voir un lever de soleil. Là, je vais prochainement à La Réunion et c'est un endroit que j'adore. Et voilà, de voir dans le lagon, ou ça peut être simplement quand je me lève et que je vois mon chéri à côté et que je lui dis bonjour. Tous ces petits moments-là, en fait, c'est quelque chose qui me permet en fait de me sentir en vie et je pense que c'est ça le principal. Est-ce qu'il y a des émotions du coup pour toi qui sont ou des valeurs peut-être on parle souvent de gratitude ou de connexion, il y a des mots pour toi qui justement on va dire traduisent peut-être ce sentiment-là? Ouais, j'ai 4 valeurs qui sont importantes que j'essaie de cultiver au maximum. La première, c'est la joie, tu vois, le fait que peu importe ce qui se passe, on peut garder ce sourire-là. Et puis après, il y a la légèreté, qu'on avance et qu'à chaque pas qui est important et qu'on peut s'offrir du temps en fait pour soi et apprécier la vie. Ensuite, j'ai la connexion. Pour moi, c'est important aussi d'être connecté à soi, connecté au monde qui nous entoure. Moi, j'adore me connecter aux personnes et c'est pour ça que j'anime aussi des ateliers, des abonnements en ligne et je pense que toi aussi, tu as cette partie-là de connexion et de regroupement qui t'est chère. Et le dernier, c'est la sagesse. Le fait qu'on peut prendre du recul par rapport à sa vie et se demander, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, même si j'ai pas ce que je veux, mais il y a un beau cadeau qui se trouve derrière. Ah, c'est super parce que tu vois, pour mettre un petit peu plongé dans ton univers, dans ton monde, en fait, ces derniers jours pour préparer notre rencontre, c'est vraiment des mots qui me sont venus, en fait. Vraiment en lisant ce que tu proposes et en voyant ce qui se dégage c'est pas toujours évident, hein, d'avoir une activité transparente et authentique qui traduit vraiment ce qu'on a envie de communiquer et qui on est. Et voilà, je trouve que c'est vraiment des mots qui dessine, en tout cas, qui me semble complètement en accord avec ce que tu as partagé, avec ce que tu dégages en fait dans toutes tes. Donc voilà, je trouve ça super chouette. Et est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur le moment le plus magique de ta vie? Le moment le plus magique. Est-ce qu'on a le droit de dire la naissance ou pas? Si, avec plaisir. Tu vas nous l'expliquer. C'est ça. Des fois, dans certaines méditations, on peut revenir en arrière. Et à un moment, j'avais fait un séminaire de Tony Robbins aux États-Unis, là, à Miami. Et il nous faisait plonger, en fait, dans un moment qui a été important pour nous. Et j'étais remontée juste avant ma naissance. Et le fait de me dire, allez, c'est parti, quoi. Je suis prête à vivre cette aventure, même si je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et après, j'ai dû être séparée de ma mère. Et c'était drôle parce que d'un côté, c'était de dire, ah, mais en fait, je suis toute seule et il y a personne qui s'occupe de moi. Tu vois, c'est comme si j'avais eu ces pensées-là vraiment aux premières minutes. Et après, il proposait en fait de changer de position et d'aller dans la peau d'une autre personne ou la vision d'une autre personne. Et là, je suis allée dans la peau de la vision de ma maman. Et c'est comme si elle avait une vibration d'amour, mais qui était tellement forte, tellement belle, que je me suis dit, peu importe où je suis, en fait, je peux la sentir à l'intérieur. Donc pour moi, ça a été, je pense, un des plus beaux moments magiques sur Terre de me dire, il y a cet amour en fait que nos parents nous transmettent et elle est toujours accessible à n'importe quel moment. Ah, c'est magique. Et du coup, j'imagine que c'est une expérience qui a été nourrissante aussi pour toi. Enfin, je sais pas, et qui a entretenu et auquel tu te connectes peut-être ce moment. Du coup, est-ce que tu l'as revécu ou t'es allé le revisiter après ça? Non, je pense que c'était plus une fête de. À ce moment-là, j'avais envie d'être nomade et je devais partir 5 mois en Océanie, en Asie. J'avais vraiment envie d'aller voir des chamans maoris qui se trouvent en Nouvelle-Zélande.
et j'avais peur d'être seule. C'est comme si quand j'étais seule, j'avais l'impression que je pouvais pas ressentir cette vibration d'amour de proche. Et le fait de revivre ce moment-là avec cette vision dans la peau de ma maman, en fait, c'est comme si ça m'a donné ce nouveau souvenir de dire peu importe où je suis, en fait, je peux sentir cette vibration d'amour. Et après, le fait d'être seule, à partir du moment où je suis connectée à cette vibration d'amour ou à mon âme, tu vois, il n'y a plus du tout cette sensation-là. Et ça crée une sorte de liberté qui est incroyable après d'être seule, d'être accompagnée, c'est comme si j'accepte d'avancer sur mon chemin, même si je suis toute seule sur ce chemin-là à un moment donné. Est-ce que justement, pour faire un petit peu écho à cette partie de ma présentation tout à l'heure, où je disais justement que c'est quelque chose qui me fascine, cette impression qui se dégage de toi, où on a vraiment le sentiment que tu es en sécurité et partout chez toi, à un point qu'en fait, je suis incapable de dire dans quel pays tu habites ou quelle est ton origine. Parce qu'en fait, chaque fois que j'ai regardé ce que tu proposais, c'était toujours dans un autre pays où j'avais le sentiment qu'il n'y a peut-être pas besoin, que tu as dépassé peut-être ce besoin d'un chez-soi, tu vois, solide, physique, quelque part et matériel. Est-ce que c'est quelque chose justement que tu actives ou c'est ce sentiment-là d'amour très fort où que je sois, qui m'accompagne, qui rend ce besoin moins présent? Alors, j'ai été longtemps nomade, j'étais 3 ans nomade, ce qui était aussi à ma propre surprise, tu vois, parce que j'avais pas envie de m'installer quelque part. Après, j'ai eu un petit pied-à-terre à Lyon pendant 3 ans, mais j'y étais 1 à 2 mois par an. Et après, j'ai rencontré mon chéri en Suisse. On a un peu voyagé ensemble et là, je me suis installée en Suisse depuis septembre l'année dernière. Et c'était drôle de me dire, en fait, je peux aussi être à un seul endroit en continuant de voyager un peu et d'être bien. Et là, c'est plus l'inverse. C'est plus là, je fais le deuil. On quitte la maison la semaine prochaine. Et donc, c'est plus le deuil de dire, j'étais bien et je me sentais bien là où je suis pour avoir 2 mois de vadrouille, avoir encore une autre maison derrière en location. Mais j'aime bien l'endroit où je suis parce qu'on est entouré de montagnes. Et je pense que j'avais besoin un peu plus de ce côté nature, de faire des randos, de voir des lacs bleus et en même temps de continuer à voyager. C'est pas une prison dorée où je ne bouge plus, mais j'ai cette sensation aujourd'hui que c'est agréable aussi d'être au même endroit pendant quelques mois. Après, c'est encore un peu voilà. Je suis restée 2 mois au même endroit et je dis tiens, ça fait longtemps que j'avais pas bougé. Oui, on n'a pas tous le même curseur en fait. C'est ça. Et donc, ta nationalité, tu es suisse à la base? Non, je suis française. Tu es française. Française. Okay. Et après, j'ai beaucoup voyagé à La Réunion. Oui. Et après, j'ai beaucoup voyagé en Océanie, un peu en Asie, un peu aux États-Unis. Et après, c'était plus, voilà. En ce moment, c'est plus entre la Suisse et la France avec des voyages en Europe ou un peu plus loin à l'étranger. Ok. Quelles sont les 3 personnes qui t'inspirent le plus? Alors moi, j'ai adoré, là ce qui me vient, c'est Marshall Rosenberg, celui qui a inventé la communication non violente. J'ai eu le plaisir d'aller le voir quand j'avais 21 ans au Nouveau-Mexique avec mon papa. On a passé 10 jours qui s'appelle l'IIT, un séminaire de 10 jours. Et j'étais impressionnée par cette sagesse qu'il dégage, par cette empathie qu'il a et par la bienveillance qu'il avait créée dans le groupe alors qu'on venait tous de pays différents. Donc pour moi, il m'inspire beaucoup. Après, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup Neale Donald Walsch. Ça a été un de mes premiers livres que j'ai lu quand je devais avoir 12 ans. Et en lisant ses livres, c'est comme si ça avait été une découverte de dire c'est ça en fait. Donc vraiment il explique en fait le concept de la réalité. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai rencontré il y a quelques années en petit comité et j'étais ravie de créer ce lien-là entre Sarah qui avait 12 ans et Sarah qui le rencontrait en réalité. Tu vois, ça m'a fait quelque chose de chaud au cœur. Et je pense la 3e personne qui m'inspire en ce moment, on va dire, j'ai passé pas mal de temps avec ma maman en ce moment et j'avoue que ça me fait du bien en fait de ressentir son amour, sa vibration, même si elle m'a pas aidée sur ce chemin de connexion et d'intuition. Donc de temps en temps, je parle beaucoup de mon papa et comment il m'a aidée
Et c'est vrai que ma maman, elle a cet amour pour moi, cette vibration, cette envie de vivre, de profiter de la vie. Et en ce moment, elle me fait beaucoup de bien. Oh, merci. Et quelle est la chose la plus folle que tu as faite? Je suis sûre qu'il y en a plein. La plus folle. La plus folle. Là, celle qui me vient, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai rencontré mon compagnon et sur un site de rencontres. Oui, j'ai lu ça et dans donc tes on a podcasts. chatté, ouais, on a échangé pendant un petit mois, puis on s'est rencontrés. Et puis on a passé un week-end ensemble. Et genre quelques jours après, je lui dis ah mais je pars à la Réunion sur un malentendu et voilà si t'es à la Réunion, moi je t'offre un verre quoi. Et il a dit sur un malentendu oui. Et moi je me suis dit ah donc il est aussi fou que moi. Ça faisait 10 jours qu'on se connaissait vraiment, quoi. Et donc, ça a été magique qu'il me rejoigne à la Réunion. Et je me suis dit, bon, allez, pour le coup, je lui offre pour notre premier mois d'anniversaire un tour en hélicoptère. Donc voilà, ça a été un petit peu fou, ce côté rapidité d'en partir à l'aventure ensemble. Oh, merci beaucoup. Quel est le plus grand défi de ta vie, Sarah? Je pense que le plus grand défi, j'ai toujours voulu être maman. Tu vois, depuis que je suis ado, j'avais cette envie d'avoir un enfant, de fonder une famille. Et puis je suis passée par pas mal de stades à l'intérieur de moi, dans ce côté que même si j'ai pas d'enfant, en fait, j'aime la vie et que même si je fonde pas une famille, ben je vais célébrer la vie et que c'est ok, que je peux être en paix, tu vois, même si j'ai pas d'enfant. J'ai vraiment envie de fonder une tribu, pas juste avoir un enfant et voilà. Une tribu. Ça ouais, c'est ça. Non, mais dans le côté avoir une famille, mais que ça soit pas avoir un enfant pour un enfant. Voilà, que j'avais envie de construire ça ou de partager ça avec quelqu'un, qu'on ait les mêmes valeurs et que ce soit léger et joyeux. Et, euh, et donc là, bah, récemment, je suis tombée enceinte. J'ai eu 2 mois enceinte et puis j'ai eu la fausse couche. Et donc ça a été aussi un challenge pour moi de continuer à avoir foi en la vie, en fait, d'avoir confiance en la vie, d'être en paix par rapport à ça et de dire, OK, la vie est une aventure et je peux faire confiance, tu vois, en ce qui me guide. Mais ça a été, je pense, pour ouais une transformation aussi à l'intérieur de moi, tu vois, de me dire, bah, même si cet enfant, surtout que je l'ai senti avant qu'elle arrive, en septembre l'année dernière ou en octobre, j'étais là, ok, j'ai envie de tomber enceinte, et puis je chantais une petite âme à côté de moi, et je dis ah mais c'est quand que je vais tomber enceinte? Et puis j'arrêtais pas d'entendre février, février. Et donc je suis tombée enceinte fin janvier, tu vois. Et puis c'est vrai que bah là elle est partie. Et là après, donc là je suis en paix avec ça, même s'il y a de temps en temps encore, tu vois, des petites remontées de tristesse. Et là je vois qu'il y a un deuxième qui arrive. Et donc là je me dis, bon, quand est-ce que ça arrive? Et puis j'entends juin. Je me dis, juin, c'est proche quand même. On va voir, on va voir. Donc il y a un peu cette aventure-là de dire, ça compte en fait d'avoir un enfant même s'il n'est pas vivant et de voir quelle va être la suite en continuant à avoir confiance en la vie. Et donc, ma question suivante, mais tu y as déjà répondu, c'était qu'est-ce qui t'a aidé justement à traverser ça, ces épreuves difficiles, tu vois, ces tempêtes émotionnelles où parfois, avec toute la bonne volonté du monde, bah, c'est vrai que, ou même beaucoup de temps passé sur cette exploration, il y a des moments où la tempête semble vraiment plus forte. Et donc, comment est-ce que tu as fait pour te connecter malgré tout à cette sagesse dont tu parlais, même dans cette épreuve? Je pense que j'ai demandé de l'aide et puis j'ai vraiment reçu l'amour et la bienveillance de mes proches. Tu vois, c'est comme si j'accueillais plus en fait cette vibration d'amour. Des fois, on dit oui, oui, puis on n'accueille pas vraiment en fait. Et puis le fait que mon compagnon soit avec moi, même si pour lui c'était encore un petit peu impalpable, il a énormément été là pour moi. Et après, j'ai demandé de l'aide, j'ai fait une constellation familiale, j'ai fait des séances aussi de MDR pour être en paix. Donc moi, ce qui m'aide, c'est prendre soin de moi et demander de l'aide. Comme ça, on sent qu'on n'est pas seul et que c'est ok. Après, moi, la spiritualité pour moi est une énorme ressource. C'est-à-dire que dans les périodes de brouillard ou d'épreuves intenses, en fait, je me reconnecte encore plus à mon âme et c'est comme si j'ai cette foi et la confiance en la vie qui revient, quoi.
Effectivement, pour toi, cette spiritualité, elle est ancrée, en fait. Elle fait vraiment partie de ta vie. Elle est toi, ou voilà, tu es cela, et ce qui fait que c'est vraiment une ressource, du coup, très solide. Peut-être. Je pense que, à 95%, elle est solide, tu vois. C'est qu'il y a 5% où c'est, quand même, là, qu'est-ce qui se passe, là? Le doute? C'est quoi ces 5%? C'est du doute? C'est plus, je pense que quand j'ai eu la fausse couche, plus on attendait une maison qu'on achetait, et puis on l'a pas eu, alors que ça faisait 9 mois qu'on l'attendait, et c'est venu quasiment le même jour. Tu vois, j'étais un peu en colère, quoi, pour mon âme. J'ai dit, non, mais là, qu'est-ce que tu fous, quoi? Et à un moment comme ça, j'étais sous la douche, et puis je disais à mon âme, quand même, enfin, tu vois, c'est pas si simple, là, ce que je traverse. Et puis c'est comme si j'entendais me dire, mais tu veux que ça soit plat ou tu veux évoluer? Tu vois, puis j'ai fait la petite pause, je dis, je vais évoluer, mince. Bon, d'accord, mais faites que ça soit un peu plus fluide, quoi. Donc voilà, mais il y a eu une grosse période, je pense pendant des années, où j'avais envie d'être toujours joyeuse, tu vois. Et c'est un peu comme tu disais, le côté, un peu ce côté, tout doit être parfait, sinon il y a quelque chose qui va pas, on n'a pas le droit d'être bien, ou et le fait d'accueillir en fait qui je suis, même dans la tristesse, dans la peur, dans voilà le deuil, c'est comme si ça augmente cette valeur de sagesse, tu vois, de dire mais on n'a pas besoin d'être toujours heureux. C'est plus comment je peux m'aimer, tu vois, comment je peux traverser ça et m'offrir toute cette bienveillance là, de dire je fais du mieux que je peux, et puis je peux demander de l'aide, et ça c'est une belle ressource, tu vois, d'avoir cette bienveillance pour soi en chaque instant. Et c'est vrai que ça résonne beaucoup, cette phrase. Personne, en fait, n'a dit que ça devait être simple. Mais voilà, mais si on veut avancer, il est aussi important de je pense, se confronter pour pouvoir l'accueillir à cette souffrance qui est là, et c'est ce qui fait que c'est pas facile, en fait. Mais que je pense, progressivement, les choses deviennent plus fluides parce qu'en fait, on acquiert, oui, comme, je sais pas, une sagesse ou quelque chose à chaque pas, en fait, qu'on franchit. Et c'est vrai qu'il y a des pas plus difficiles que les autres, mais derrière cela, peut-être l'avancée est encore plus grande. Enfin, moi, c'est une chose qui... Ouais, et puis c'est comme si moi j'avais dit oui, tu vois, tout de suite pendant la fausse couche, quand j'ai commencé à sentir que ça arrivait, j'ai dit ok, je dis oui. Et en fait, quand on dit oui aux événements, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus ouvert, on a moins ce contrôle, tu vois, donc ça nous traverse en quelque sorte. Y a-t-il un jour dans ta vie dont on pourrait dire le jour où tout a changé pour moi? Tout a changé pour moi. Ouais, un jour qui marquera un avant, un après. Je pense à partir du moment où j'ai quitté, je pense qu'il y en a eu deux. Il y a eu le jour des constellations, où là je me dis mes perceptions sont vraies. Donc là ça m'a ouvert comme un champ des possibles, de dire je suis pas complètement folle, tu vois, je suis un peu décalée, mais en fait tout ce que je perçois c'est vrai, même si les personnes me disent l'inverse. Et le jour aussi où je me suis lancée en entrepreneuriat, de passer du marketing à formatrice, accompagnatrice, j'ai dû revoir en fait mon agenda, ma manière dont je prenais encore plus soin de moi. Dès que j'étais stressée, comment je pouvais faire une pause, comment ne pas bosser même pendant quelques jours et culpabiliser un peu. Tu vois, ça a changé cette vision. Et ça a été pendant 3-4 mois, ouais, ça a été plus difficile parce que je voulais vraiment forcer peut-être des passages et dire non, ok, laisse la vie couler, et c'est ok si t'as pas fini ce que tu devais faire parce que tu dois être connecté, et t'as pas d'inspiration, t'as pas de connexion en fait si t'es stressé et tendu. Donc ça a été un changement qui m'a permis de plus écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est un peu le challenge quand on enseigne quelque chose, c'est que si on le vit pas, tu vois, la vie nous redemande de le revivre encore plus et encore plus et encore plus et encore plus, quoi. Et justement, je rebondis sur ça. Donc toi qui es entrepreneuse, qui travaille vraiment sur ce domaine, d'écouter sa sagesse, de se connecter vraiment à soi pour proposer quelque chose qui est vraiment en accord et que tu incarnes, quelles sont justement peut-être tes clés à toi pour y parvenir, pour que ce soit juste, que ça continue d'être juste?
Alors, il y a déjà le premier, c'est comment j'arrive à observer quand est-ce que je stresse, quand est-ce que je suis dans des périodes difficiles pour méditer plus, pour être plus dans la nature, pour écrire mes pensées, tu vois, s'occuper vraiment de à quel moment mon mental commence à stresser, à douter. Et puis des fois je le vois pas. Il y a des moments récemment, on va quitter donc la maison avec mon compagnon et puis il y avait mon papa qui était là quelques jours et mon compagnon a un énorme billard qu'il n'a pas utilisé depuis des années, mais c'est pas sûr qu'on puisse en plus le mettre. Bon, en clair, je critiquais, je disais mais est-ce qu'on va vraiment garder ton billard si jamais tu pourras le mettre dans notre maison de location et la maison qu'on va acheter derrière. Et là, mon père, il éclate de rire et il me dit mais c'est une bécasse en fait. Enfin, tu vois, elle te fait tourner en bateau, là, Sarah. Et je dis, ah bon, ah bon? Elle me dit, oui, c'est juste parce qu'elle est triste de quitter l'endroit. Et après, je fais une petite pause à l'intérieur de moi et je dis, oui, je suis triste. Et des fois, on se rend pas compte, on va critiquer une personne et c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui nous stresse ou qui nous fait douter et voilà. Et donc, je dis là, ah, désolée, j'avais pas vu le coup venir. Donc maintenant, mon compagnon, il sait un peu plus, quand je critique quelque chose alors qu'il n'y a pas de sens en fait derrière, c'est de me dire tiens, est-ce que tu es stressé, et, euh, et voilà, ça permet de rebondir. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment écouter mon corps, quand sentir en fait quand je pousse et quand sentir quand c'est fluide. Donc quand je suis bien avec moi-même, je peux partager aux autres, tu vois. Donc je m'imagine comme une sorte de curseur à l'intérieur de moi. Ok, entre 0 et 5, tiens, je suis en paix à combien ou mon énergie, elle a combien? Si je suis à plus de 3, bah là, je peux faire quelque chose. Je peux faire une interview, je peux animer un atelier, je peux créer des contenus, écrire un livre. Et donc, je suis vraiment pour l'extérieur. Et quand je sens que mon énergie elle est trop basse, bah là, c'est dire, je suis désolée, Sarah, mais tu vas d'abord prendre soin de toi. Même s'il y avait plein de choses qui étaient prévues. Après, on peut toujours négocier un peu avec le corps, dire, OK, j'ai cet atelier qui est vraiment important, donc je vais me reposer énormément avant, sache que je vais me reposer énormément après, mais est-ce que je peux avoir de l'énergie pendant cet atelier-là? Et là aussi, ça fonctionne, mais c'est vraiment une relation avec mon corps et mon énergie qui est importante. Et ensuite, je dirais la troisième clé, c'est de s'amuser. C'est que je m'amuse énormément et qu'il y a vraiment ce côté, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre aujourd'hui? Tu vois, comme ce matin, je disais, OK, j'ai un rendez-vous médical, nanana, je faisais un peu la liste et je me disais, oh, j'adorerais faire un petit spa, tu vois, autour des montagnes, avec les montagnes. Et donc, je propose ça à mon compagnon. Et donc, on se fait ça en fin de journée. D'avoir des temps où aussi on peut savourer la vie, bah, ça nous permet de vibrer encore plus et d'être vraiment dans, ouais, je peux me faire plaisir, en fait. Et même si j'aide personne, bah, ma vie a de la valeur, quoi. Tu sais, on parle souvent des émotions entre guillemets négatives comme la peur, la colère, la tristesse et le dégoût en fait, je dirais à laquelle on se réfère un peu moins souvent, mais qui fait partie a priori de ces émotions. Quelle est pour toi l'émotion difficile la plus présente, peut-être la plus lourde à porter, la plus dure à traverser? Je suis pas souvent en colère, c'est assez rare. Donc je dirais plus la tristesse. En fait, moi, pendant longtemps, quand j'étais triste, je savais pas si c'était moi qui étais triste ou si c'était une autre personne. Donc ça, c'est un peu perturbant parce que j'étais obligée de me dire, OK, Sarah, est-ce que tout va bien dans ta vie? Oui. OK, donc c'est-à-dire que ta tristesse, bah, c'est pas vraiment la tienne. OK, pour qui tu te fais du souci ou qui tu vas voir dans la journée ou... Et hop, là, après, je peux voir le lien. Et quand j'y arrive pas du tout, là, c'est vrai que j'appelle mon père et je dis, OK, je suis triste ou ça vient d'où, quoi. Et donc, on teste ensemble d'où ça peut venir. Donc là, c'était au moins jusqu'à mes 30 ans, ça a été le cas. Et après, maintenant, ça revient quand c'est quelque chose de fort ou quand, par exemple, je suis fatiguée et que mon énergie est basse pendant quelques jours, bah là, je chope un peu plus, tu vois, les émotions d'autrui. Ou quand c'est une personne qui est très, très proche, ou quand il y en a deux autour de moi, tu vois, qui sont tristes ou qui stressent, là, il y a un moment, je sens que je dois un peu m'éloigner ou je dois prendre soin de moi ou, voilà. Mais c'est pour moi une épreuve de vie, ça. D'honorer le destin des autres, de ressentir ce que les autres ne peuvent ne pas ressentir et en même temps être en paix avec. Et puis cultiver cette légèreté, cette joie.
pour moi, je pense que j'apprendrai ça un peu toute ma vie, quoi. Et donc justement, alors quand tu perçois cette émotion de l'autre en fait que tu portes ou que tu partages, Ouais. donc tu prends du recul avec toi et est-ce que tu fais quelque chose avec l'autre du coup? Bah, l'important, c'est déjà d'être en paix avec ce qu'on perçoit. Parce qu'il y a des moments, en fait, je forçais la porte chez l'autre, mais l'autre n'avait pas encore conscience de ce qui se passait chez lui. Donc maintenant, c'est vraiment ce que j'enseigne, parce que j'accompagne un groupe de personnes un peu hypersensibles et connectées comme moi. Et le fait de, souvent quand on le dit, c'est parce qu'on a envie d'être en paix. Et donc on force. Donc d'abord être en paix, et après moi je laisse venir la personne. Donc soit vraiment c'est quelqu'un de proche et je dis ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Soit j'attends que la personne me demande, comme si intérieurement dans nos cellules elles savent que moi je peux avoir une aide ou pas par rapport à ce qu'elles traversent. Et là je peux aider, mais il y a vraiment honorer le destin de la personne. Parce que j'ai remarqué que c'était irrespectueux de me dire oui, moi Sarah, je peux prendre la tristesse d'un autre et puis il va aller mieux. Alors que non, l'autre personne est complètement à la hauteur de son destin et qu'en fait moi je duplique l'émotion de l'autre. Donc je l'aide même pas à que ça soit plus léger. Hmm. On parle souvent de monde nouveau, tu sais, ou de nouveau Ouais. monde. Je trouve que ça fait quelque temps que vraiment c'est une expression qui revient. Et alors pour toi, en fait, ce nouveau monde ou ce monde nouveau, ça ressemble à quoi? Moi, mon rêve, enfin mon monde idéal, on va dire, c'est de se dire qu'on est tous connectés à ce qui est vivant à l'intérieur de soi et qu'on peut honorer le vivant autour de nous. Tu vois, et ça, j'adorerais participer à ça, de dire, tiens, comment on peut prendre soin de la planète, comment on peut aider les personnes à mieux communiquer entre elles, euh, honorer et prendre soin aussi des animaux, de se reconnecter, tu vois, à cette intuition, à cette sagesse intérieure. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est comment mieux vivre ensemble, en fait, sur Terre. Et justement, dans tes propositions, comment est-ce que tu prépares peut-être ce terrain-là? Comment est-ce que tu contribues du coup à tout ça, à cette belle image? Alors, aujourd'hui, c'est vraiment aider les personnes à se connecter à leur intuition. Quand on se connecte, en fait, à cette sagesse intérieure, de toute façon, on honore la vie. On honore la vie à l'intérieur de soi, on honore la vie à l'extérieur. Donc, il y a toujours cette bienveillance-là. Je parle beaucoup de communication non violente aussi dans mes partages ou par exemple mon abonnement Cercle Connect, où à chaque fois on revient aux besoins. Donc, par exemple, chaque vendredi, je fais un petit live, dire, OK, c'est quoi les célébrations de la semaine? C'est quoi vos deuils de la semaine? Et c'est quoi les besoins, en fait, qui sont essentiels derrière? Donc ça, j'adore ça. Et prochainement, on a d'autres idées également dans mon équipe de créer un institut Terranaya, avec plein de pôles différents où on invitera des experts, voilà, dans des thématiques différentes, que ce soit comment mieux préserver la terre, comment prendre soin de nos animaux, comment mieux communiquer entre nous. Donc c'est un projet, on va dire, en devenir, et ça me ferait très plaisir de réunir des personnes pour qu'elles puisse transmettre un peu toutes ces pépites de sagesse, quoi. Merci beaucoup, Sarah. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Je pense que c'est surtout la clé, c'est d'avoir du plaisir à vivre sur Terre. Et c'est sûr que moi, ce qui m'a le plus aidé à avancer, c'était de donner du sens à ma vie. Donc, comment vous pouvez à chaque fois donner un peu plus de sens à votre vie par des petits gestes qui sont remplis de bienveillance et d'amour pour vous et les autres. Et je pense qu'on arrivera peu à peu à, au moins dans notre cercle proche, de ressentir cette bienveillance-là et cet amour qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Euh, voilà, c'est ce qui, moi, m'a aidé en tout cas à faire cette transition professionnelle, donner plus de sens à sa vie. Ok, justement, je voulais finir par ça. C'était ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute et qui nous ressemble. Et donc, du coup, tu dirais que cette première étape pour s'ouvrir à son intuition, pour écouter cette voix intérieure, c'est d'abord de mettre davantage de sens dans sa vie. Tu fais le lien comme ça? Non, se connecter à son intuition, la première étape, c'est calmer son esprit. Et ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement. Parce que on y est, et puis 5 minutes après, on n'y est plus. Et puis après, ah mince, bon, bah, j'y retourne. Et donc, il y a cet aller-retour-là en permanence. Et ça demande une pratique incroyable. Une pratique de
parce moi je le vois autour de moi où là j'ai fait 2 fois une semaine d'immersion et les gens vont très vite dans leur critique intérieure. Parce que moi, des fois, j'entends les pensées que les gens ont et tout de suite, je vois en fait le raccourci qu'elle fait. Elle s'en rend même pas compte, quoi. Et donc là, c'est observez vos pensées et rendez-vous compte qu'il y en a plein qui sont inutiles et il y en a plein qui sont en plus autocritiques. Donc vraiment, ayez de la bienveillance pour vous et dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez et ça amène plus de légèreté puis d'amour pour soi. Merci beaucoup, Sarah, pour cet échange très inspirant et vraiment beaucoup de choses résonnent. Je sens que je vais avoir besoin de me poser un petit peu d'ailleurs après notre échange aussi pour intégrer en fait tout ça, pour laisser décanter les choses parce qu'il y a énormément de choses et c'est vraiment passionnant. Prendre soin de soi, calmer ce mental fou, cette joie, cette légèreté aussi dont tu as parlé. C'est vrai qu'il y a l'intuition, bien sûr, cette guidance intérieure. Et puis, comme tu le dis, au-delà de ce feu des pensées, des émotions associées, arriver à trouver cette sagesse qui est là. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment, c'est un beau chemin. Autant le faire dans la joie et la légèreté. C'est ça. Merci beaucoup, Sarah. Je vous invite vraiment à aller découvrir tout ce que Sarah propose parce que voilà, enfin, vous l'avez ressenti, mais c'est vraiment, c'est hyper agréable et ça met la pêche, en fait, je trouve aussi, quoi. On trouve, voilà, on a une énergie, c'est ressourçant et je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très juste. Donc, je ne regrette pas, Sarah, vraiment de t'avoir invité, de t'avoir proposé ce podcast. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup pour ce moment. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble.